En 1789, au cœur des vents glacés de l'hiver, une bataille d'une brutalité sans égale éclata. Un affrontement qui allait décider du destin d'une nation tout entière. Au nord se dressait un empire immense, aussi vaste que l'horizon, avançant au rythme assourdissant des tambours de guerre, avec des dizaines de milliers de mousquetaires et de canons déchirant le ciel. Au sud surgissait une armée née, non des rois, mais du peuple, des paysans, des moines et des guerriers forgés par le feu et la foi, armés de lances de bambou, de jarres explosives et d'une volonté indomptable. Les deux armées se rencontrèrent sur les plaines où la brume se changeait en flammes, où la terre tremblait sous les sabots de 10 000 chevaux et où les cieux s'embrasaient sous une pluie de flèches rouges. L'acier frappait l'acier, les tambours grondaient comme le tonnerre, et en 7 jours, l'impossible devint réalité. Quand la fumée se dissipa, un empire s'était effondré, et une nation autrefois divisée se leva enfin, unie sous une même bannière. L'écho de ces 7 jours résonne encore dans le vent, racontant l'histoire de la tempête qui changea à jamais le cours de l'histoire. À la fin du XVIIIe siècle, Dai Viet, le territoire que l'on appelle aujourd'hui le Vietnam, n'était pas encore une nation unifiée. C'était une terre déchirée entre 3 royaumes rivaux. Au nord, les seigneurs Trinh régnaient depuis Thăng Long, une capitale épuisée, minée par la corruption. Au sud, les seigneurs Nguyen dominaient les riches deltas de Cochinchine. Et entre eux, dans les montagnes du centre, grondait une tempête. Non pas née dans les palais, mais dans le cœur du peuple. De la petite bourgade de Tai Son surgirent 3 frères, Nguyen Naq, Nguyen Lu, et un jeune guerrier dont le nom allait bientôt ébranler les empires, Nguyen Hue. Ils rassemblèrent paysans, artisans et soldats abandonnés par leur seigneur. Leur cri résonna comme une promesse oubliée, justice pour le peuple, unité pour la patrie. Leur ascension fut fulgurante. Au nord, les armées Trinh s'effondrèrent. Au sud, les forteresses Nguyen tombèrent les unes après les autres. Et au centre du chaos se dressait Nguyen Hue, un homme au visage calme, à la volonté d'acier. Ses soldats l'appelaient le commandant du tonnerre, car ses attaques frappaient comme l'éclair et disparaissaient avant que l'ennemi ne comprenne. En 1788, presque tout le territoire de Dai Viet était réuni sous les bannières de Tai Son. Mais dans les ruines de la vieille dynastie Lê, un roi déchu s'accrochait encore à sa couronne, Lê Chieu Tông. Vaincu, méprisé, il s'enfuit par les montagnes du Nord et chercha refuge en Chine, se prosternant devant le souverain le plus puissant d'Asie, l'empereur Qianlong de la dynastie Qing. Qianlong vit plus qu'un monarque en exil. Il vit une opportunité. Sous le noble prétexte de restaurer le souverain légitime, il décida d'étendre à nouveau l'influence chinoise sur Dai Viet. Ce n'était pas un sauvetage, c'était une conquête déguisée en devoir impérial. Durant l'hiver glacial de 1788, les ordres impériaux se répandirent dans les provinces de Guangxi et de Yunnan. Les trompettes sonnèrent, les tambours grondèrent, et les bannières de la prestigieuse armée des 8 bannières flottèrent dans la neige. Des colonnes d'infanterie, de cavalerie et d'artillerie prirent la route du sud. Près de 290 000 soldats Qing franchirent la frontière, convaincus que Dai Viet tomberait en quelques jours. En décembre, les plaines du fleuve Rouge tremblaient sous leurs bottes. Thăng Long, l'ancienne capitale, fut occupée. Les tambours de la victoire résonnaient dans ses rues, tandis que Lê Chieu Tông, pâle et tremblant, était replacé sur son trône, protégé par les baïonnettes étrangères. Pour les envahisseurs, l'ordre était rétabli. Pour le peuple, c'était l'humiliation. Les maisons furent pillées, le riz confisqué, les temples profanés. Dans les marchés, les voix se faisaient chuchotement. Où est Nguyen Hue? Il se trouvait à Puchuan, l'actuelle ville de Hue, lorsqu'il reçut la nouvelle. Les témoins racontent qu'il lut le rapport en silence, puis le plia calmement, le regard sombre comme le fer. Enfin, il parla à ses généraux d'une voix froide et posée. « Ils sont venus sans être invités. Nous les renverrons en cendres. »
Cette nuit-là, sous la pluie battante, les torches s'allumèrent, tandis que les messagers chevauchaient à travers le pays. De chaque village affluèrent des volontaires, paysans, moines, lettrés et anciens soldats, tous répondant au même appel. Ils ne venaient pas pour l'or ni pour la gloire, mais pour quelque chose de plus profond, le droit de vivre libre sur leur propre terre. Ngoyène le comprenait. Ce n'était plus une guerre civile, c'était un jugement entre une nation refusant de plier le genou et un empire incapable d'imaginer la défaite. Et pour affronter un tel empire, Jai Viet aurait besoin de plus qu'un général. Il lui faudrait un empereur. Alors que l'année 1788 s'éteignait dans le silence, Ngoyène Hue commença les préparatifs de ce que l'histoire nommerait un miracle. Un couronnement, une marche, une tempête. Lorsque se leva la nouvelle année, les tambours de Jai Viet allaient les gronder à nouveau. La nuit planait sur Fuxioan, animée par la lueur des flammes. Des torches brûlaient le long des remparts, les tambours roulaient comme un tonnerre lointain. Des messagers entraient et sortaient des portes, les chevaux ruisselant de sueur et de pluie. La nouvelle s'était répandue dans toute la ville. L'armée Qing avait franchi la frontière. Tonglong était tombé. Mais à l'intérieur du palais impérial, Ngoyène Hue resta silencieux. Il n'était pas abattu. Il se préparait. Dans la vaste cour, les bannières de Tai Song claquaient au vent glacé. Ngoyène Hue apparut, vêtu d'une armure sombre comme le fer, sans couronne ni soie, seulement le calme d'un homme ayant déjà choisi sa voie. Les torches tremblèrent sur son visage tandis qu'il fixait le nord, vers la capitale perdue. Lorsqu'il parla enfin, ce fut une seule phrase, posée et ferme. Ils sont allés trop loin. Cette nuit-là, sous le grondement des tambours, il prit sa décision. Il ne marcherait pas vers le nord en rebelle, mais en souverain légitime de Jai Viet. Avant l'aube, il se tint devant le peuple et l'armée, leva le sceau impérial et se proclama empereur Quang-Trung. Le cri qui suivit fit trembler la nuit. Acclamations, tambours, gongs. Une légende venait de naître. Ce n'était plus une rébellion, mais une guerre pour l'âme d'une nation. Au lever du soleil, Quang-Trung lança sa campagne. L'armée fut divisée en 3 grandes ailes, gauche, droite et centre, chacune avançant par une route différente pour converger sur Tonglong. Son plan était simple mais audacieux. La vitesse vaincrait la force, la surprise dompterait le nombre. Chaque soldat ne portait que quelques jours de vivre. Le reste viendrait du peuple, et le peuple répondit. Les paysans ouvrirent leurs greniers, les moines apportèrent riz et remèdes, les forgerons forgèrent des lances toute la nuit. La terre entière battait d'un seul cœur. Le nouvel an lunaire approchait, un temps où toute guerre devait cesser. À Tonglong, les officiers Qing fêtaient sous les lanternes rouges, ivres de victoire et d'arrogance. Ils croyaient qu'aucune armée n'oserait marcher pendant la fête sacrée. Mais loin au sud, tandis que les pétards éclataient dans les villages vides, 50 000 soldats Tai Sun avançaient déjà, silencieux, inflexibles, invisibles. 5 jours et 5 nuits durant, l'armée progressa à travers la tempête et les ténèbres. Elle franchit des rivières gonflées par la pluie, s'enfonça dans la boue jusqu'aux genoux, tira les canons sur des champs glissants d'argile. Les villageois bâtirent des ponts de bambou en une nuit. Les femmes portaient des torches pour éclairer la route. Les soldats chantaient au rythme des tambours. Chaque pas, chaque cri était un battement de cœur dans la tempête qui montait. En tête chevauchait l'empereur Quang-Trung. La terre tremblait sous les sabots. Le vent fouettait sa cape écarlate, projetant des étincelles dans la pluie. Il parlait peu, nul besoin de mots. Derrière lui, des dizaines de milliers d'hommes avançaient, leur cœur battant au rythme de son cheval. Pour eux, son ombre n'était pas qu'un chef, c'était une promesse. Tant qu'il chevaucherait vers l'avant, Jai Viet ne tomberait jamais. Au 5e jour, ils atteignirent Tam Diep, à moins de 100 000 de Tonglong. Les montagnes se dressaient, noires contre le ciel. Quang-Trung s'arrêta, leva son épée vers l'horizon. Aucun discours, aucun ordre. Ce geste seul suffisait. À l'aube suivante, la tempête se mit en marche.
L'air avant l'aube était lourd de brouillard et de silence. Dans les vallées de Tam Diep, 50 000 hommes attendaient, leurs armures trempées, leur souffle blanchissant dans le froid. Des premières lignes aux dernières, les soldats de Taisong serraient leurs lances, arcs et sabres courbes, les yeux fixés vers le nord. Le monde retenait son souffle. Puis, le premier tambour résonna. Son écho roula dans les montagnes comme le tonnerre. Un autre répondit, puis un autre encore. Le grondement enfla jusqu'à faire vibrer la terre elle-même. À cet instant, l'empereur Quang Trong leva le bras. Aucun discours, aucun cri de guerre, seulement ce geste, et la tempête se mit en marche. L'armée se divisa en 3 longues colonnes, dévalant les routes brumeuses telles des rivières d'acier. Leur première cible se dressait devant eux, la forteresse de Ha Hoi, garnie Song Qing, gardant la porte sud de Tonglong. À l'intérieur, l'ennemi dormait paisiblement. Pour eux, aucune armée n'aurait pu franchir les montagnes si vite. Ils avaient tort. Avant le lever du soleil, des torches rouges vacillaient dans le brouillard. Les soldats de Taisong s'approchèrent, archers sur les flancs, fantassins serrés sous des boucliers de paille détrempés, tambours étouffés sous le tissu. Puis au signal, ils frappèrent. La première volée de flèches siffla dans la brume. Les cris éclatèrent. Les portes de Ha Hoa tremblèrent sous les béliers. Le bois craqua, les gonds se déchirèrent. Quand les battants cédèrent, un torrent d'acier jaillit, hommes hurlant, flammes courant sur les toits. Les soldats Qing, à moitié vêtus et à moitié éveillés, fuyaient en panique dans la fumée et le chaos. Certains tentèrent de se regrouper, mais l'assaut de Taisong fut trop rapide, trop brutal. En moins d'1 heure, la forteresse brûlait. Les survivants s'enfuirent vers le nord, répandant la terreur à chaque pas. « Ils sont là! Ils arrivent !» Quang Trong ne ralentit pas. Il traversa les flammes, le visage noyé de fumée, et désigna le nord. En avant, la cible suivante, Ngok Hoi, forteresse massive hérissée de canons et gardée par des milliers d'hommes. Le commandant Qing y avait préparé sa défense. Tranchées, barricades, mousquetaires alignés sur les murs. Mais rien ne pouvait les préparer à ce qui allait suivre. L'armée Taisong avança de nouveau, cette fois en formation plus serrée que le fer. Les premières lignes portèrent de grands boucliers de bambou, épais de paille mouillée et de boue pour résister aux balles. Derrière eux venaient les lanciers, puis les sabreurs, et enfin les réserves portant jarres d'huile et pots de feu. Chacun connaissait sa place. Chaque pas battait au rythme des tambours. Quand le premier canon tonna, le ciel éclata d'étincelles. Mais la ligne ne rompit pas. Ils avançaient dans la fumée comme un mur de tonnerre. La bataille fit rage sur les plaines. Les mousquets Qing claquaient depuis les tours, les boulets déchiraient beau la brume. Mais les Taisong se rapprochaient sans cesse, utilisant leurs boucliers pour franchir les fossés, gravissant des échelles glissantes de sang et de pluie. Les archers tirèrent depuis l'arrière, leurs flèches enflammées, illuminant la nuit. Quand les tambours atteignirent leur paroxysme, Quang Trong donna l'ordre. 1000 torches furent lancées dans la forteresse. Une mer de feu jaillit. Les soldats Qing cédèrent. Certains jetèrent leurs armes, d'autres s'enfuirent vers les marais. Mais la cavalerie Taisong les attendait déjà. Chevaux sombres surgissant du brouillard, sabres courbes tranchant à travers les rangs fuyants. Le bruit des sabots, le choc du métal et le tonnerre des tambours se fondirent en un rugissement continu. À midi, Ngok Hoi n'existait plus. Ses portes réduites en éclats, ses murs noircis. L'armée principale des Qing était anéantie. Les survivants s'éparpillèrent vers le nord, leurs rangs en ruine. La route vers Tonglong s'ouvrait, large et sans défense. À travers la fumée et la cendre tombante, l'empereur Quang Trong avança à cheval. Le vent emporta sa cape écarlate, projetant des étincelles dans le ciel gris. Autour de lui, les soldats acclamaient, mais ils ne souriaient pas. Ils regardaient vers le nord, vers la capitale, vers le destin. La tempête avait commencé à tout engloutir, et elle ne s'arrêterait pas avant que Tonglong soit libre. Le matin du 5e jour du nouvel an lunaire était gris et froid.
Un vent bas balayait la plaine du fleuve Rouge, courbant les roseaux, charriant une odeur de fumée et de fer. Au nord, derrière les murs de Tanglong, l'armée Qing croyait la menace terminée. Elle avait entendu parler de Ha Hoi et de Ngok Hoi, mais refusait de croire qu'une armée pût avancer si vite. Dans les camps, les soldats riaient, jouaient au dé, buvaient le dernier vin de la fête. Puis retentit le son qui les glaça, les tambours. D'abord faible, un seul rythme porté par le vent, puis un autre, et encore un autre, jusqu'à ce que tout l'horizon du sud tremble comme un cœur battant pour la guerre. Du brouillard surgirent les étendards rouges de Tyson, éclatant contre le ciel de cendre. 50 000 hommes avançaient en rang parfait, boucliers luisants de pluie, lances abaissées comme une forêt d'acier. En tête chevauchait l'empereur Guangtrong, sa cape écarlate flottant dans le vent, le visage calme comme la pierre. Derrière lui, l'armée s'étendait à perte de vue, une tempête vivante roulant vers Tanglong. Le général Sun Shiyi, Ton Singyi, sortit précipitamment de sa tente, criant des ordres. Les tambours répondirent, les corps sonnèrent, les soldats se précipitèrent. Mais la confusion gagna plus vite que la discipline. Le camp était immense, dispersé. Avant que les lignes Qing se forment, la première vague frappa. Les canons taillent, tonnèrent, non pas des pièces de fer massives, mais de légers canons de bambou, tirant jarres incendiaires et pierres. Les explosions renversèrent les tentes, mirent le feu aux chariots. Dans la fumée, l'infanterie se rua au centre du camp. Sur la gauche, la cavalerie chargea, fauchant les fuyards. Sur la droite, les archers décochèrent des flèches enflammées, teignant le ciel de rouge. Les Qing tentèrent de se regrouper, alignant leurs mousquetaires, mais Guangtrong l'avait prévu. Il divisa ses troupes en petites unités mobiles, glissant à travers la fumée, attaquant de tous côtés. Ce n'était plus une bataille, mais 100 orages éclatant à la fois. Les tambours tonnaient, le sol vibrait sous des milliers de pas, l'acier s'entrechoquait, le feu rugissait, et par-dessus tout, s'éleva la voix de l'empereur. « En avant, qu'aucun ne reste debout !» Les soldats de taille sont franchir les barricades ennemies, criant, tranchant dans le tumulte. Ils avançaient comme des vagues. Une ligne tombait, l'autre surgissait. Dans la fumée, les drapeaux des deux camps s'enlaçaient et brûlaient ensemble. Au centre, près du village de Zhongjia, la principale formation Qing tenta de tenir bon. Ils se retranchèrent autour du quartier général, formant un cercle de piques et de canons. Mais Guangtrong vit la faille. Il n'avait plus d'issue. Il ordonna à ses ailes de contourner et de fermer les sorties. Quand la corne de guerre retentit, des jarres enflammées pleuvèrent de toutes parts. Toute la vallée explosa. Les hommes hurlaient, les chevaux s'affolaient, renversant les lignes. Les barils de poudre éclataient, projetant des gerbes de feu. En quelques instants, la formation Qing s'effondra. Le champ de bataille devint un tourbillon de fumée, de pluie et de panique. Sun Shiyi, voyant ses bannières tomber, prit la fuite vers le nord avec une poignée de garde, abandonnant son armée. Derrière lui s'étendait une route de mort, chariots renversés, chevaux abattus, soldats piétinés dans la boue. Ceux qui tentèrent de franchir le fleuve Rouge furent rattrapés par la cavalerie Tyson. Les chevaux surgissaient de la tempête, leurs sabres courbes luisant sous les nuages, fauchant les fuyards. Au coucher du soleil, Zhongjia était silencieux. Là où s'élevait le camp Qing, il ne restait que fumée et cendres. Des milliers de corps jonchèrent la plaine, les armures scintillant sous la lumière pâle. La tempête s'était tue, ne laissant que la ruine. L'empereur Guangtrong mit pied à terre, debout sur la colline dominant le champ de bataille. Le vent tirait sur sa cape écarlate. En contrebas, les drapeaux de Jai Viet flottaient de nouveau sur Tanglong. Il ferma les yeux un instant, comme pour écouter le silence des tambours, le souffle d'une terre enfin libre. L'invasion était terminée. En 7 jours seulement, la puissance de l'Empire Qing avait été brisée. Et dès lors, le monde se souviendrait du nom de Guangtrong, l'empereur qui chevauchait le tonnerre. La tempête était passée,
Mais le silence qui suivit pesait plus lourd que le tonnerre. Sur les plaines de Zhongja, la fumée s'élevait encore des ruines. Des bannières calcinées s'accrochaient à des mâts brisés, des lames ébréchées luisaient dans la boue, près des chevaux abattus. La terre était imbibée de pluie, de sang et de cendres, les dernières couleurs de la guerre. Pour la première fois en 7 jours, plus de tambours, plus de corps, plus de cris. Seulement le vent, murmurant sur une terre qui venait de survivre. L'empereur Quang traversa le champ de bataille à l'aube. Sa monture avançait lentement, les sabots s'enfonçant dans la terre humide. De chaque côté, les soldats s'agenouillaient à son passage, la tête baissée. Nul ne cria, nul ne parla. Le regard de l'empereur balaya la vallée, une mer d'acier tordue et d'hommes sans vie. Il n'y avait pas de fierté, seulement une tristesse profonde et silencieuse. La victoire était venue, mais son visage était taillé dans la douleur. Derrière lui, l'armée se remit en marche, non pour combattre, mais pour servir. Les hommes relevaient les blessés, portaient les morts, ramassèrent les armes dispersées. Ils creusèrent des tombes de fortune, les marquèrent de branches. La fumée des bûchers monta vers le ciel pâle du matin, se mêlant à la brume accrochée à la terre. Les cris de guerre s'étaient tus, remplacés par le rythme discret de la compassion. Au coucher du soleil, le champ de Zhongja ne ressemblait plus à un champ de bataille, mais à un lieu de repos pour des milliers d'âmes perdues. Des torches vacillaient à l'horizon, non pour le combat, mais pour la mémoire, éclairant le chemin de ceux qui respiraient encore. 3 jours plus tard, les bannières de Jai Viet entrèrent de nouveau dans Tanglong. La capitale, meurtrie et silencieuse, ouvrit ses portes sous les drapeaux écarlates. La foule envahit les rues, certains riaient, d'autres pleuraient. Tous s'agenouillèrent tandis que Quang Trong passait au cœur de la cité. Il ne leva pas son épée, il ne sourit pas. Il inclina simplement la tête, devant le peuple, devant la terre, devant le prix de la liberté. Cette nuit-là, les cloches des temples résonnèrent à travers Tanglong. Leur écho flotta dans l'air comme une prière. La guerre était terminée, et la terre de Jai Viet, pour la première fois depuis des générations, était à nouveau entière. Les années passèrent, et la fumée de la guerre s'effaça du ciel de Jai Viet. Les champs reverdirent, les rivières retrouvèrent leur clarté, et les tambours qui jadis faisaient trembler la terre s'endormirent dans le silence. Mais le nom de Quang Trong ne s'éteignit jamais. Il résonna dans les temples, dans les champs, dans le murmure des générations suivantes. On se souvint de lui non seulement comme d'un guerrier, mais comme d'un homme né de la terre du peuple, qui porta la voix des paysans, des moines et des soldats au cœur de l'histoire. Il n'avait ni sang royal, ni couronne d'or, seulement la confiance d'une nation et le courage de la défendre. Sous son règne, le pays s'éveilla après des siècles de division. Les frontières tinrent bon, le commerce prospéra, les écoles rouvrirent, de nouvelles routes relièrent le nord et le sud. Il rêvait d'une patrie unie, forte à la fois par les armes et par l'esprit, une terre de savoir, d'ordre et de fierté. Son règne fut bref, mais sa vision lui survécut. Elle devint le battement de cœur d'un peuple qui ne plierait plus jamais devant la peur. Les historiens l'appelèrent un génie, le peuple un sauveur. Mais pour ceux qui comprirent vraiment, Quang Trong fut davantage la preuve que la puissance peut naître de l'humilité et que la grandeur n'a pas besoin de couronne, seulement de conviction. Des siècles plus tard, le vent souffle encore sur les plaines de Zhongja, là où sa victoire redessina le destin d'une nation. Chaque année, lorsque les tambours résonnent dans la capitale, le peuple se rassemble sous les bannières de rouge, s'inclinant vers le nord, non pour adorer, mais pour se souvenir de la tempête qui sauva le pays, se souvenir de l'homme qui devint le tonnerre. Et quelque part, dans cet écho intemporel, la voix du passé chevauche encore le vent, le rythme régulier des sabots, le frémissement des étendards, le pouls d'une nation qui osa se dresser contre un empire. Le monde pourra oublier les empires déchus, mais il n'oubliera jamais l'empereur né de la terre. Quang Trong, l'éclair du Jai Viet,
l'homme qui chevauchait le tonnerre et laissa derrière lui la liberté.